Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Jamel Clouch et Caroline Poulain, Grand Prix de l'urbanisme 2021, merci d'être avec nous. 25 ans après la création de l'AUC, que vous avez donc cofondée en 1996 avec François de Coster, le jury du Grand Prix de l'urbanisme a décidé de vous distinguer au printemps dernier, avec une remise du prix qui a eu lieu en décembre. Le jury a loué votre méthode qui consiste à activer le territoire de projet à partir de son identité, à trouver des solutions sur mesure, adaptables et créatives. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en dire deux mots. Vous avez à votre actif un grand nombre de projets urbains. On peut citer Chapelle Internationale dans le 18e arrondissement de Paris, le quartier de la Part-Dieu à Lyon, les Courtilières à Pantin, le quartier Pleyel à Saint-Denis. Vous voulez faire aimer la ville dense à l'heure où certains élus hésitent de plus en plus à densifier et cette notion fait peur parfois. Comment on fait aimer la ville dense ? Enfin, la ville dense, elle est, je pense, par définition désirable parce qu'elle représente l'urbanité européenne. Je veux dire, ce qu'on aime dans les villes, c'est d'habiter quelque part, de descendre de chez soi, de trouver un petit café pour prendre son petit noir le matin, d'éventuellement marcher pour aller à son travail, ou s'il est un peu loin, prendre un bus ou un transport collectif. Je pense qu'à un moment donné, en allant à ce travail, traverser un parc par exemple, je pense que la ville dense, c'est très précisément la ville européenne. Et si aujourd'hui, on attaque la ville dense, je pense que c'est comme si on attaquait la ville européenne. Donc nous, on est des fervents défenseurs de la ville dense. Alors aujourd'hui, évidemment, les élus ils sont confrontés à un paradoxe parce que leurs administrés leur demandent plus de nature, plus de vert dans les villes, plus de vide. Et en même temps, la croissance démographique, la dynamique démographique leur impose de construire plus, et notamment plus de logements. Donc c'est sûr, c'est une équation un peu compliquée en ce moment. Et c'est pour ça que cette question, elle revient assez souvent. Mais je pense que faire une ville verte et faire une ville dense n'est pas contradictoire. J'ai rien à ajouter. Vous avez travaillé sur des grands ensembles des années 60 et 70. Justement, dans ces quartiers, il y a une densité vécue qui est parfois différente des autres tissus urbains. Un rapport particulier à la densité. Est-ce que d'abord vous avez proposé dans ces quartiers de densifier, de dédensifier ou de ne pas toucher ? Peut-être que ça dépend des quartiers, c'est ce que vous allez me dire, j'imagine. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que ça a été un sujet particulier dans votre approche de ces quartiers-là ? Je pense pas qu'on les a abordés sous l'angle de la densité, parce que effectivement, vous avez parlé peut-être d'une densité vécue, mais je pense que c'est parce qu'on ne sait peut-être pas mettre certains mots sur certaines questions. Mais les quartiers des grands ensembles sont plutôt des quartiers finalement très peu denses, puisqu'il y a beaucoup d'espaces, alors qui n'est pas forcément très constitué en parc, mais en tout cas il y a beaucoup d'espaces libres et c'est aussi leur qualité. Et peut-être que à travers ces quartiers-là, on peut aussi, c'est ce qu'on a tenté de faire notamment aux Courtilières, amener des vraies qualités de vie en bas de l'immeuble. Alors malheureusement, souvent dans ces quartiers, il y a souvent pas assez d'activité au pied même des bâtiments, même si on pense que, notamment aux Courtilières, nous, je me souviens qu'on avait proposé beaucoup plus d'activation des rez-de-chaussée. Mais bon, voilà, ça s'est passé un petit peu différemment, plutôt avec des volontés plutôt de résidentialisation, alors même qu'on pensait que, vu sa proximité du métro, aujourd'hui, il va y avoir une station du Grand Paris qui va s'implanter là, au milieu des Courtilières. Ça pourrait être beaucoup plus dynamique et peut-être qu'il y aura encore... les grands ensembles sont parfois aussi qu'une des étapes de transformation de la ville. Et elles attendent leur histoire dans des temps longs. Je vais rajouter juste un mot. Je pense que je vais revenir à mon premier mot d'urbanité européenne, occidentale, de la ville européenne. Ouais. Je pense que s'il y a un sentiment ou une perception un peu de densité dans ces quartiers, je pense que ce n'est pas de la densité dont on parle,
c'est du manque de diversité. Parce qu'en réalité, il y a un célèbre géographe qui s'appelle Jacques Lévy qui avait défini l'urbanité comme l'addition de la densité et de la diversité. Un endroit est urbain quand il est dense et divers. S'il n'est que dense, il n'est pas urbain. Donc en réalité, les grands ensembles, ce qui leur manque, c'est l'urbanité, mais cette urbanité elle passe par la diversité. Et ce que vient de dire Caroline avec l'activation des rez-de-chaussée, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Donc la question, ce n'est pas une question de densité, c'est une question de diversité. Et puis pas forcément que uniquement les rez-de-chaussée, je pense aux Oui, rez-de-chaussée parce que bon, c'est peut-être ce qui est le plus facile à exprimer facilement et de manière compréhensible. Mais... D'accord. Saint-Denis, Pleyel, Lyon-Part-Dieu, Bruxelles, Midi, vous avez porté votre regard sur des stratégies à mener dans des quartiers qui sont des hubs de transport. Quels sont les enjeux spécifiques à ces lieux? Je pense que plus aujourd'hui qu'hier, et même plus demain qu'aujourd'hui et encore plus qu'hier, je pense que tous ces hubs vont devenir un peu les points d'accès à la métropole. Parce que comme on le sait tous, la place de la voiture va naturellement diminuer dans nos villes. Et on espère que la part des transports publics vont augmenter simultanément. Donc ça veut dire que ces grandes gares, et notamment Pleyel va être la plus grande gare en dehors des grandes gares parisiennes à l'échelle de la métropole, va devenir un point d'accès primordial au sein d'un territoire qui s'appelle Plaine Commune en l'occurrence. Donc je pense que c'est un enjeu parce que ça devient des grandes polarités métropolitaines autour desquelles on peut concevoir des quartiers urbains, encore une fois, denses et mixtes, c'est-à-dire où toutes les fonctions se retrouvent. Évidemment le logement, parce que c'est écologique d'habiter à côté d'une gare, parce qu'on peut rejoindre son théâtre, son travail ou son terrain de sport au plus vite, mais aussi des activités culturelles, mais aussi des lieux de travail, mais aussi des services, mais aussi, et à l'époque, par exemple, quand on avait fait, au début, quand on a fait toute la réflexion sur Pleyel, on avait même proposé que la médiathèque d'agglomération se positionne au sein de la gare, au cœur de la gare. C'est-à-dire qu'au cœur de la machine publique des flux, on mettait un équipement à disposition des populations, parce qu'on y passe, on s'y arrête, on peut regarder un film, emprunter un livre, etc., etc. Donc c'est des vrais enjeux, c'est des vraies machines. Je pense qu'elles sont à redéfinir. Ce n'est plus les... je vais dire un peu quelque chose de... Il y a beaucoup de débats, par exemple, autour des gares, y compris pour celle du Grand Paris, sur leur visibilité. Donc nous, on considère qu'une gare n'a pas nécessairement, n'a pas nécessité à être visible. Elle a nécessité plutôt à être urbaine, à être une machine métropolitaine. Donc je pense que l'enjeu, c'est celui-là, alors que des fois, j'ai l'impression qu'on se trompe un peu et qu'on veut faire des gares du Grand Paris Express un peu nos gares du 19e, ces gares monuments. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus des gares monuments, c'est des gares villes, quoi. Et au contraire, même plus elles sont passantes, plus elles peuvent faire partie du flux, et du flux pas uniquement des voyageurs, ça aussi c'est assez intéressant à la Part-Dieu, c'est que la gare, elle est aussi la jonction entre deux quartiers. Et ça, c'est extrêmement important aussi qu'une gare puisse vraiment avoir son rôle de passant. C'est un lieu de passage. Dans le cas de la Part-Dieu, justement, c'est aussi un quartier d'affaires. Ça porte aussi des enjeux particuliers? Oui, mais des enjeux de diversification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait déjà du logement à la Part-Dieu. Il y avait un peu de logement, mais insuffisamment. Il semblait peut-être invisible, mais il y avait déjà des opérations de logement. C'est-à-dire par rapport à l'équilibre d'un quartier dont on a envie qu'il soit vivant le jour, le soir, l'après-midi, etc. C'est vrai que la Part-Dieu, donc aujourd'hui, beaucoup de nos réflexions portent évidemment sur l'espace public, sur la clarification un peu des enjeux de mobilité, d'intermodalité, de continuité des sols. D'ailleurs, on a inventé ce vocable de sol facile, ou de socle actif, donc d'imaginer de quelle façon on accompagne cet espace public par des rez-de-chaussée actifs, relativement généreux, mais je pense aussi par une forme de diversification en introduisant un peu le logement au cœur de la métropole, au cœur du hub. Et si je peux ajouter quelque chose, il y a en fait à la Part-Dieu des équipements culturels, comme notamment il y a une grande bibliothèque, et aussi un conservatoire et
un auditorium. Mais en fait, tous ces équipements, peut-être, n'étaient pas non plus très visibles. Donc aussi, tout l'enjeu de la Part-Dieu, c'est aussi de révéler cette traverse culturelle qui en fait était déjà là, présente, mais peut-être pas assez mis en suffisamment adressé ou valorisé, alors même que c'est juste là en fait. C'est un des plus beaux fonds documentaires de France, hein. Après la très grande bibliothèque à Paris, évidemment. Donc voilà, il y avait aussi à révéler. Ok. Autre sujet, vous faites beaucoup de projets à l'étranger. Est-ce qu'il y a une façon française de faire la ville? Je ne sais pas s'il y a une façon française, probablement. Il y a une culture française du projet urbain, c'est clair. Mais en tout cas, il y a un engagement public pour la ville en France, même par rapport aux autres pays européens, qui est largement plus fort, plus puissant, plus présent voilà, dans le territoire depuis plusieurs décennies. Je ne sais pas, quand on va en Italie, par exemple, on leur dit on fait des grands projets urbains pour des collectivités ou des agglomérations. Ou des transformations des grands ensembles. Ils sont ébahis, parce que eux, c'est plutôt, il n'y a pas ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant cette expertise française sur le projet urbain, qui est fondamentale et je pense qui est, une spécificité française. Ouais, qui est attirante pour les autres, quoi. Et en dehors de l'Europe, est-ce qu'on vient chercher des urbanistes européens ou français en particulier ou... Probablement. Après, ils viennent nous chercher, nous. Hein. On ne représente pas à nous tout seuls la France. Ah oui, certes. Je vous propose maintenant un petit exercice, le portrait en 5 traits. C'est 5 questions pour vous cerner professionnellement et personnellement. Donc vous pouvez répondre soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors, première question, quel est votre moment professionnel fondateur ? Je pense pour nous, ce qui était important, c'est quand en 2008, on a été lauréat un peu du Grand Paris, dans les 10 équipes qui ont réfléchi pendant un peu plus d'1 an, qui ont ensuite participé à l'atelier international du Grand Paris. Je pense que pour nous, on était la plus jeune agence. C'était un peu énorme et je pense que ça nous a marqué, fondé, construit. Donc oui, on peut dire que c'était un élément fondateur. Et moi, j'ajouterais plutôt une expérience un peu plus ancienne, juste avant la création de l'agence, quand on est amené à aller en Asie du Sud-Est pour la première fois au début des années 90, découvrir une autre manière, une autre culture, une autre manière d'occuper l'espace, et notamment les rez-de-chaussée, notamment je pense au Vietnam. Ensuite, on est allé au Japon l'année ou 2 ans plus tard. Et bon, voilà, je pense que ça nous a vraiment beaucoup inspiré dans, je sais pas, dans le décentrement. Le décentrement, ouais, de la pensée, de la ville. Et voilà, je pense que ça nous a énormément structuré. Et là, je parle pour nous deux, mais François également, qui était avec nous dans ces voyages. Une œuvre artistique qui vous a influencé dans l'approche de votre métier ? Artistique, je ne sais pas, il y en a trop, mais comme ça, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est Beaubourg. Moi, je suis arrivé à Paris après le bac, donc à 17-18 ans, un peu tout seul, qui vivait seul. Et c'est vrai que j'allais beaucoup à Beaubourg et ce bâtiment m'impressionnait par son côté très contemporain, au milieu d'une ville ancienne, au cœur du Marais, mais avec tout son dispositif technique, son dispositif d'espace public. Enfin voilà, pour moi c'est une œuvre et c'est une œuvre qui nous a marqué, pour tout, quoi. Parce que c'est un bâtiment, espace public, c'est une infrastructure, c'est une machine climatique, c'est des plateaux libres. C'était un lieu où plein de gens venaient parler à l'époque. Il y avait des sortes de parleurs, ils venaient discuter des sujets politiques, etc. Bon voilà, ça c'était... Bon après ça c'est le Beaubourg qui malheureusement existe moins aujourd'hui. Oui. Parce que c'était le Beaubourg dont l'espace public allait jusqu'au rez-de-chaussée de Beaubourg. C'était, je ne sais pas si vous êtes peut-être trop jeune, mais c'était de la moquette au sol. On y allait aussi pour étudier parce qu'il y avait la bibliothèque de la BPI qui était et de la CCI et de la BPI qui étaient des bibliothèques. On faisait pas la queue. On peut toujours y aller, mais aujourd'hui on fait la queue. À l'époque, on n'avait pas à faire la queue. C'était d'autres attitudes aussi pour attraper un livre et le lire. Voilà, donc c'est vraiment l'espace public par excellence. Tout le monde rentrait,
tous les côtés, hein. Il y avait les 4 entrées qui étaient actives à l'époque. Et c'est vrai que moi, j'habitais juste à côté aussi. Et voilà, c'était un endroit qu'on fréquentait énormément, tous. Et ensuite, on a eu la chance, ça fait partie des premiers... Juste avant de monter l'agence, on a même fait une recherche sur tous les espaces publics autour de Beaubourg et à l'intérieur de Beaubourg, avant les fameux travaux qui l'ont, je pense, un peu malmené de ce point de vue de l'offre publique que Beaubourg portait. Là, vous avez répondu à la question « Un lieu important pour vous ». Voilà, ouais, du coup, on a mélangé les deux. Une personnalité que vous admirez? Pareil, c'est une question quand même difficile. Non, mais non, tellement. On admire tous plein de gens, je pense. Mais comme ça, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est plutôt en parlant d'architecture. Par exemple, Lina Bobardi, qui est une architecte italienne qui a fait toute sa carrière au Brésil, qui a dessiné des très belles choses dans les années 60, 70, peut-être même jusqu'aux années 80. Qui a dessiné par exemple ce sublime musée à Rio, qui a dessiné un centre culturel et social à Sao Paulo, qui a fait un très beau projet de réhabilitation d'une vieille usine en un centre social et culturel au cœur d'un quartier ouvrier aussi à Sao Paulo, et qui a fait une sublime maison tout en prise avec la nature. Bon voilà, je pense que c'est quelqu'un qui était très contemporain, je pense qui posait un peu les questions que l'on se pose aujourd'hui, mais il y a 30 ou 40 ans, alors même qu'elle était délocalisée de son Italie pour travailler dans un pays tropical. Alors évidemment, tropical, c'est un pays où on peut presque tout faire. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup voyagé au Brésil parce que j'ai enseigné et voilà, j'aime beaucoup son travail et je connais bien ses travaux, ses écrits. C'est quelqu'un qui était engagé pour l'architecture, mais aussi pour l'environnement et beaucoup pour les gens. Je sais pas, on peut citer un autre Italien comme aussi Andrea Branzi, qui est quelqu'un qui a aussi travaillé à toutes les échelles et c'est peut-être un de ceux qui nous inspire aussi par rapport à cette facilité à la fois travailler sur du très petit et avoir une réflexion à des échelles beaucoup plus larges et qui a aussi imprimé des notions très environnementales de la ville mélangées au vivant qui sont aujourd'hui finalement des sujets qui sont très inspirants et toujours d'actualité alors même que c'est notamment cette maquette qu'on avait pu montrer à la Biennale d'Agora à Bordeaux, qui s'appelle, je ne sais plus... Casa... C'est une grande maquette, c'était un peu une maison commune, mais ce qui était sublime, qui était une très belle maquette, mais qui était un projet utopique, mais dans lequel il faisait vivre autant des lieux de haute technologie, du logement, des animaux, de la nature, et donc il montrait que cette coexistence était possible. Mais ça, il l'a fait il y a 25 ans, donc aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et Branzi, juste pour tout comprendre, Branzi, il a dessiné des cuillères à café, comme il a dessiné des territoires de plusieurs milliers d'hectares. Donc c'est cette capacité-là qui nous intéresse. D'accord. Et enfin, une citation favorite? Une facile, less is more. Ok. Bah, merci Caroline Poulain, merci Jamel Clouche. Merci.